Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo assez simple. J'ai dressé une liste de 7 joueurs que je trouvais selon moi sous-cotés en première ligue. Cette liste qui se base sur des joueurs qui réalisent de grosses performances individuellement parlant et qui deviennent des joueurs incontournables de leur équipe. Autant dans le rendement individuel avec les stats personnels que dans le rendement collectif avec ce que le joueur peut apporter à la tactique mise en place par son coach. Technique, intelligence, physique, grinta, vista ou encore finition sont les mots qui caractérisent parfaitement les joueurs que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est parti! Bryan Mbeumo, l'attaquant franco-camerounais de 24 ans, d'1m71, gaucher, formé à l'Estac et qui évolue depuis 2019 à Brentford, 10 sélections avec les Lions Indomptables depuis 2022, qui est devenu l'attaquant par référence dans le club londonien cette saison à la suite de la suspension d'Ivan Toney. Donc c'est lui qui mènera l'attaque des Bees jusqu'au retour du buteur anglais. Il réalise un très bon début de saison avec 4 buts, 4 buts en 5 matchs de Première Ligue, contrairement à son équipe qui a un peu plus de mal en étant 13e au moment où je tourne la vidéo avec seulement 6 points, 1 victoire, 3 nuls et 2 défaites. Pour rappeler les stats de Mbeumo, en Première Ligue, on est à 13 buts et 15 passes décisives sur ces 2 premières saisons. Et malgré tout, il reste un peu dans l'ombre d'un Ivan Toney qui marchait sur l'eau jusqu'à sa suspension. Puisqu'on le rappelle aussi, sur ces 2 premières saisons, le buteur anglais, il est à 32 buts, dont 20 la saison dernière, et 9 passes décisives. Mais pour revenir à Mbeumo, on a un joueur assez rapide et costaud, petit gabarit, une belle technique balle au pied, très bon dans les petits espaces, mais qui peut aussi prendre la profondeur. On retrouve un joueur assez polyvalent sur le front offensif. Il peut jouer en tant que buteur, en soutien d'un autre attaquant, ou même sur le côté droit. On peut également noter un pied gauche assez affûté, puisqu'il a une belle qualité de centre. Il tire aussi les coups de pied arrêtés dans son équipe. Il a un vrai instinct de buteur avec une qualité de finition assez remarquable, et qui aime souvent venir de l'intérieur, venir à l'intérieur du terrain, en faisant notamment des appels dans le dos de la défense pour justement prendre la défense de vitesse. Mais il peut aussi utiliser son petit gabarit dans les petits espaces pour venir jouer court et pouvoir justement créer des décalages. Cette saison pourrait permettre à l'attaquant camerounais de se montrer davantage afin de pouvoir éventuellement rejoindre un club d'un standing un peu supérieur à celui de Brentford, bien qu'il ait trouvé sa place dans ce club et qu'il pourrait encore y rester quelques années sans problème. Le seul bémol que je peux éventuellement trouver à Bryan Mbeumo, c'est quel poste il occuperait dans une équipe d'un standing supérieur. Parce que là, il joue en tant que buteur à Brentford, mais dans une autre équipe d'un standing supérieur, pour moi, ça collerait moins, parce que beaucoup d'équipes jouent avec un seul attaquant, et il n'a pas vraiment le gabarit pour jouer seul en pointe. Donc peut-être jouer sur un côté, à voir s'il a la capacité pour faire justement les efforts d'un ailier, pouvoir justement faire la différence en tant qu'un ailier, lui qui aime beaucoup jouer à l'intérieur du jeu. Après, moi je pense qu'il n'aurait pas de mal à s'adapter à une équipe, notamment je pense le Bayer Leverkusen en Bundesliga, le championnat allemand, de manière générale. Mais pourquoi le Bayer Leverkusen? Parce que dans le système mis en place par Xabi Alonso, on retrouve une ligne de 3 attaquants, finalement assez proche et assez axiale, avec Boniface, Wirtz, et pourquoi pas Mbeumo dans cette attaque, qui serait vraiment intéressant autour d'un Boniface qui rappellerait un peu le profil d'Ivan Toney, avec Wirtz, le côté vraiment créatif, le milieu qui est un peu plus haut sur un terrain, qui est vraiment là pour les passes, pour vraiment délivrer des caviars, et Mbeumo pour vraiment être le joueur complémentaire de ce trio. Kaoru Mitoma, le magicien japonais et pas tout le monde. Révélation de la saison dernière avec Brighton, l'ailier de 25 ans, droitier, qui rayonne par sa technique et son intelligence sur le terrain, n'est pas le profil d'ailier commun que l'on connaît tous avec surtout une grosse pointe de vitesse. Le japonais est plus atypique puisqu'il utilise surtout sa capacité à pouvoir dribbler, et c'est le dribble en plus de ça le connaît puisqu'il possède une thèse sur le dribble.
Pour la petite anecdote, il avait même refusé à l'époque de signer son premier contrat professionnel au Japon pour pouvoir la finir. Bien évidemment, ce n'est pas non plus un joueur lent, il va quand même assez vite pour pouvoir occuper ce poste d'ailier, mais ce n'est pas sa qualité première. J'ai l'impression que si les gens ne le prennent pas encore au sérieux et qui, pour moi, fait encore partie des joueurs sous-cotés, c'est parce que maintenant, dans le football moderne, on se passe beaucoup trop sur les stats. Ok, c'est quelque chose qui est important, mais je pense que ce n'est pas ce qui doit non plus impacter le football. Après, pour revenir du coup à Mitoma, sa première saison n'est pas si mauvaise que ça, hein. Il a quand même 7 buts et 5 passes décisives en 33 matchs avec Brighton, avec en prime une 6ème place en championnat synonyme d'Europa League. Des stats, je trouve, vraiment honorables pour un joueur encore inconnu il y a 2 ans. A noter aussi son passage à l'Union Saint-Gilloise où il a permis au club, dès sa première saison en première division, de jouer le titre, et ça c'est quand même assez remarquable. Qui plus est, c'est un joueur incontournable dans le système de Serbie. Il exerce une influence tellement grande sur le jeu des Seagulls, dans l'animation offensive de son équipe, et en plus dans ce début de saison, si on veut ramener un peu aux stats, il a de très belles stats. Alors je tourne la vidéo, il a 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs de Première Ligue, soit déjà la moitié des stats qu'il avait l'an dernier en à peine un 6ème du championnat. Je pense aussi que sa nationalité joue dans le fait qu'on n'en parle pas assez. C'est sûr qu'un japonais ça fait un peu moins vendre qu'un argentin comme McAllister, mais si tu suis un peu le foot, tu sais que le Japon est une nation qui est en train de monter en puissance et qu'à la prochaine Coupe du Monde, je pense qu'il faudra compter sur eux. Bruno Guimarães, milieu défensif brésilien de 25 ans évoluant à Newcastle depuis 2022, lui qui vient de Lyon, devenant rapidement un pilier du 11 type des Magpies, grand artisan de la bonne saison du club anglais en Première Ligue la saison dernière. Newcastle donc qui finira 4ème de Première Ligue et qui dispute à l'heure actuelle la Ligue des Champions. Une des premières recrues aussi à noter après le rachat du club par un fonds saoudien, joueur assez costaud qui n'hésite pas à aller au duel, quelqu'un de physique qui possède aussi une certaine aisance balle au pied. Il arrive à prendre de manière rapide les infos et cela lui permet quelque part de prendre plus vite les bonnes décisions. Quelqu'un qui joue simple aussi, et Dieu sait que c'est compliqué dans le football moderne de jouer simple. Donc je pense que c'est quelque chose à mettre en avant. Pour parler un peu des stats du joueur à Newcastle, c'est 11 buts et 9 passes décisives depuis son arrivée de Lyon. Donc un milieu qui est décisif en plus de permettre à Newcastle d'avoir une grosse solidité défensive, notamment la saison dernière puisque le club n'a encaissé que 33 buts durant toute la saison, faisant d'elle la meilleure défense du championnat avec Manchester City. Alors oui, bien sûr, c'est pas lui qui défend tout seul, hein, mais il apporte sa pierre à l'édifice qui permet d'avoir une solidité défensive. Pour évoquer un peu le fait qu'il soit dans cette liste, j'ai l'impression qu'en fait c'est le fait de jouer pour Newcastle qui ne lui donne pas la considération qu'il mériterait. Je dis pas que Newcastle est un mauvais club, bien au contraire, mais c'est juste que peut-être que dans la tête des gens à l'heure actuelle, Newcastle est encore un club qui joue le maintien. Alors que faut pas oublier que c'est un club historique de Première Ligue et que le club a clairement changé de dimension avec ce rachat par un fonds saoudien. On atteste le recrutement de Guimarães, de Trippier, de Tonali récemment, ou encore d'Alexander Isak, des noms quand même qu'on attendait plus à voir dans de gros clubs européens, pas à Newcastle. Après, je ne pense pas qu'il doit changer de club pour autant, pour avoir cette reconnaissance. Newcastle semble être le club fait pour lui, il est au cœur du projet, il va grandir avec le club et je pense que le club va grandir avec lui. C'est juste, je pense aux gens d'avoir plus de considération maintenant pour Newcastle parce qu'ils vont faire partie des top clubs de Première Ligue et donc forcément derrière, Guimarães aura logiquement la reconnaissance qu'il mérite. Nathan Ake, défenseur polyvalent de 28 ans évoluant à Manchester City depuis 2020, pouvant jouer à gauche mais également dans l'axe de la défense. Le néerlandais était d'abord un joueur de rotation dans l'effectif de Citizen, mais qui a su s'imposer au fil des années comme un titulaire dans le 11 de Guardiola, profitant souvent des blessures d'autres joueurs au début, mais qui a su montrer toutes ses qualités afin de gagner sa place en laissant sur le banc Stones ou encore Aymeric Laporte durant la saison dernière. Joueur d'1m80, joueur costaud malgré tout, vif, avec une belle technique balle au pied et surtout une intelligence de jeu très développée. Ce que recherche Pep lorsqu'il recrute des joueurs, il cherche surtout des joueurs qui ont du ballon, mais qui comprennent ce qu'ils font avec. Souvent dans l'ombre de ses coéquipiers, et ça peut se comprendre, avec des joueurs comme Kyle Walker, comme Kevin De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Ruben Dias, ou encore Rodri, il n'en reste pas moins un joueur important qui commence à rentrer dans la force de l'âge.
Je trouve qu'il a réussi à trouver un équilibre à Manchester City et semble à l'apogée de son football en jouant dans la meilleure équipe du moment. Pourtant, à ses débuts, on était loin de penser à une aussi belle carrière. Lui qui n'a jamais réellement eu sa chance finalement à City. Il a fallu un prêt à Watford et à Bournemouth, les deux en première ligue, pour montrer de quoi il est capable. Il sera d'ailleurs transféré après sa bonne saison à Bournemouth dans le même club. Et il y restera 3 saisons, en étant même titulaire indiscutable dans le club de la banlieue nord de Londres, où il y portera également le brassard de capitaine, ce qui montre que c'est aussi un joueur avec des capacités de leadership. Et je pense que dans le recrutement de ce joueur, Pep Guardiola a aussi coché cette case. À l'heure d'aujourd'hui, il fait partie des indispensables dans le 11 de City selon moi. Il a su s'adapter parfaitement bien au 3-2-4-1 mis en place par Pep Guardiola. Élément clé de ce dispositif dans cette défense à 3, avec un placement plus comme un défenseur central gauche en possession de la balle, pour être sur son bon pied, et plus comme un défenseur gauche en phase défensive. En plus de ça, pour parler toujours un peu des stats, c'est un défenseur qui sait aussi être décisif, qui sait marquer devant le but, avec notamment 11 buts en 112 matchs, toutes compétitions confondues avec City, soit quasiment un but tous les 10 matchs avec le club de Manchester, ce qui est quand même assez remarquable pour un défenseur. Et je pense que c'est un joueur qui n'aurait aucun mal à s'imposer dans n'importe quelle grande équipe du monde, tout simplement. Il a vraiment les capacités à l'heure actuelle pour devenir un pilier d'une défense centrale dans n'importe quel club. Dan Burn, défenseur gauche de 31 ans évoluant à Newcastle et surtout de 2,01 m. Donc un profil très très atypique pour un défenseur gauche, donc avec cette grande taille. Pourtant, il s'est imposé comme une valeur sûre de la défense des Magpies sur son côté gauche, très loin du profil que l'on retrouve habituellement pour un DG, c'est-à-dire un joueur très rapide, assez petit, qui est plus basé sur l'offensif, avec beaucoup de débordements, ce qui est totalement l'inverse finalement de Dan Burn. Donc joueur très loin d'être rapide, même si ses grandes jambes l'aident à couvrir des mètres. Donc très grand, basé plus sur l'aspect défensif, notamment comme troisième défenseur central lorsque Newcastle a la balle, pour permettre à Trippier d'être un peu plus haut sur le terrain, et plus offensif, notamment avec sa qualité de centre qui peut être vraiment intéressant quand tu as des joueurs comme Isaac dans la surface. Forcément, c'est un joueur qui va être plus en difficulté quand il va devoir défendre sur un joueur avec un centre de gravité beaucoup plus bas, avec des petits appuis rapides et techniques. Mais arrivé de Brighton en 2022, on voit qu'il performe à ce poste et sur le papier, le poste semble le correspondre tout simplement. Il arrive vraiment à en faire une force. Il a plus le profil d'un DC solide, mais si ça marche à gauche, pourquoi l'enlever de ce poste? C'est un peu dans le même cas que Ake, puisque on ne pense pas forcément à lui quand on pense on va dire, au renouveau de Newcastle, quand on pense plus à des joueurs comme Isaac, comme Almiron, comme Guimarães, ou même Trippier, tout simplement. Donc voilà. Après, à 31 ans, je pense qu'il arrive au sommet de sa carrière, au zénith de sa carrière, et joue clairement le meilleur football qu'il peut pratiquer dans sa vie, dans une équipe qui est en plus faite pour lui, avec un Eddie Howe aux manettes qui lui donne toute sa confiance, puisqu'il faut noter que Dan Burn ne sort quasiment jamais du 11 titulaire de Newcastle, et qui plus est, le club n'est pas allé chercher un défenseur gauche vraiment qui connaît ce poste, spécialiste de ce poste, alors qu'on sait que ce n'est pas les moyens qui manquent à Newcastle. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, Dan Burn, on peut le considérer un peu comme une référence à son poste en Angleterre. Je parle bien en Angleterre, parce qu'en Europe, c'est encore un autre débat. Mais du coup, c'est un joueur qui donne beaucoup de fil à retordre aux joueurs qui doivent lui faire face de manière générale, même si, comme je l'ai cité, il va être plus en difficulté contre des joueurs avec un plus petit gabarit, rapide, etc. Mais il peut justement prendre sa grande taille comme une force. João Palhinha, milieu défensif de Fulham, portugais, arrivé du Sporting l'été dernier pour seulement 20 millions d'euros. Gros coup des Cottagers qui semblaient déjà avoir réalisé un gros transfert plus qu'intéressant en attirant le milieu portugais l'été dernier. Et en effet, le club londonien a vraiment flairé le bon coup car il s'est tout de suite imposé comme une valeur sûre de l'équipe.
Utilisé comme seul numéro 6 en point de base dans un 4-3-3 classique avec deux milieux plus hauts sur le terrain, on distingue tout de suite un joueur qui est au-dessus de la moyenne dans une équipe qui recrute enfin intelligemment afin de pouvoir se maintenir en Ligue 1. Fulham ne faisant que monter et descendre les années précédentes, et ils arrivent enfin à se maintenir en Première Ligue plus d'une saison. Et c'est notamment en attirant des joueurs comme Andrés Pereira qui vient de Man U, comme Issa Diop qui vient de West Ham, ou encore Bernd Leno qui vient d'Arsenal. On peut même citer Willian qui a rompu son contrat avec les Corinthians pour venir à Fulham. Donc si Fulham a réussi à finir la saison en se maintenant, aisément en plus, en finissant 10ème de Première Ligue, faisant une saison plus que correcte, c'est en bonne partie grâce aux recrues, tout simplement, dont Palhinha fait partie. Donc joueur très grand avec son mètre 91, joueur physique et puissant, mais qui sait aussi être très élégant, c'est d'ailleurs ce qui le différencie des autres à son poste. Joueur puissant quand il part balle au pied vers l'avant, mais avec une maîtrise assez remarquable de la balle. C'est lui un peu qui va dicter le jeu de Fulham la saison dernière et en ce début de saison. Il a aussi une très bonne qualité de passe, surtout dans le renversement de jeu, avec des passes très longues, toujours très précises et avec très peu de loupés. Il joue simple, ce qui fait qu'il a très peu de déchets dans son jeu. Il privilégie toujours l'option la plus simple, et qui est souvent du coup la meilleure, et il va très peu de fois perdre le ballon. C'est pas étonnant en fait que quelque part le Bayern ait pendant un moment pensé à le recruter cet été, parce que c'est vraiment le profil qui correspondrait parfaitement au club bavarois. Et pour revenir au joueur, à 28 ans, je pense qu'il est dans la force de l'âge, mais à noter que je trouve qu'il a encore une très très grosse marge de progression. Je pense que c'est quelqu'un qui est comme le bon vin, il devient meilleur avec l'âge, tu vois. Et pour finir cette vidéo, Morgan Gibbs-White, le milieu de terrain de 23 ans, anglais, qui évolue depuis l'été dernier à Nottingham Forest après un transfert pour pas moins de 50 millions d'euros en provenance des Wolves. Un transfert qui m'a paru un peu surestimé à l'époque parce que 50 millions pour Gibbs-White, ça me paraît beaucoup. Mais après, quand on voit les prix des joueurs de nos jours et qui plus est en Première Ligue, ce n'est plus tellement étonnant, bien que les sommes dépensées soient juste exorbitantes pour un seul et même joueur. Ça, par contre, c'est un autre débat, peut-être pour une prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais pour du coup revenir à Gibbs-White, donc ok, il sortait d'une saison à Sheffield en Championship avec 12 buts et 10 passes décisives en 37 matchs, mais quand même, ça n'explique pas tout. 50 millions pour un joueur qui a fait une seule bonne saison en deuxième division, c'est vraiment un pari sur l'avenir qui est compliqué. Mais voilà, s'il est dans cette vidéo, c'est que il a su me faire mentir. Il a su me faire changer d'avis après sa belle saison en Première Ligue la saison dernière avec Nottingham. Milieu qui est donc plus à vocation offensive, son poste sur le terrain est très haut, notamment dans le 4-3-3 de Steve Cooper. Il occupe un poste de milieu offensif en soutien de Awoniyi dans la ligne des trois offensifs. Un joueur connu pour son aisance technique balle au pied, mais également pour avoir un gros volume de jeu, qu'on va surtout essayer de trouver entre les lignes, bien qu'il ait la capacité pour également prendre la profondeur et de varier son jeu pour être toujours plus imprévisible. Donc c'est un grand artisan aussi du maintien de Nottingham Forest en Première Ligue la saison dernière. Il a décidé d'y rester une saison de plus, bien qu'il aurait pu être tenté par un nouveau défi. Donc une année maintenant qui va lui permettre de confirmer sa bonne première saison, où il avait fini avec 5 buts et 8 passes D en Première Ligue. Il n'a que 23 ans, mais j'ai l'impression que dans sa tête, il en a 27-28. En tout cas, sur le terrain, il a l'impression d'avoir l'expérience d'un mec de 27-28 ans. Et c'est vraiment un joueur de classe. Un joueur de classe qui pourrait devenir un joueur de grande classe s'il décide de rejoindre un club plus prestigieux. Mais un joueur de classe quand même. À titre perso, je le verrais bien jouer dans une équipe comme celle de Manchester City, avec un coach comme Pep Guardiola, avec son système de jeu vraiment offensif, et qu'on le sait, Pep apprécie les joueurs avec une aisance technique balle au pied au-dessus de la moyenne, mais également avec de l'intelligence. Et dans ce que j'ai pu voir chez Gibbs-White, il en a les capacités. Je le verrais bien aussi dans le nouveau Liverpool de club avec ce système en 4-3-3, avec deux numéros 8 mais qui ont plus des profils de numéro 10, avec des joueurs comme McAllister ou Dominic Szoboszlai. Donc je me dis que Gibbs-White a vraiment sa place dans cette équipe et qui pourrait s'y imposer. Franchement, Morgan Gibbs-White, je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Il n'a que 23 ans, il est encore jeune. J'espère juste qu'il ne s'éternisera pas à Nottingham Forest et qu'il trouvera une équipe
où ses qualités seront encore plus mises en avant parce qu'il en a des qualités ce joueur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, ça m'a fait plaisir de parler de ces 7 joueurs que je trouvais sous-cotés en première ligue. J'ai une grosse vidéo qui est en préparation, donc je voulais pas vous laisser plusieurs semaines sans vidéo. Donc voilà, prenez ça comme un amuse-bouche, comme vous le voulez. En tout cas, il y a du lourd qui arrive, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!